BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Laurent Bigorne, donc le directeur de l'Institut Montaigne. Bonjour. Bonjour. Laurent Bigorne, donc vous êtes là parce que vous avez mis sur la table hier une série d'éléments. Enfin, et justement, c'est le grand mérite que vous avez d'éléments très simples finalement sur les retraites. Eh oui. Les retraites, c'est simple. C'est Vous savez, je pensais à l'immobilier. Quand vous discutez l'immobilier, les gens vous disent il y a 3 critères, hein, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Voilà. Et sur les retraites, l'Institut Montaigne dit il y a 3 critères, la borne d'âge, la borne d'âge, la borne d'âge. Et oui, il faut revenir à des choses très simples. Nous, notre grande crainte, c'est que soit ce débat ne soit pas adressé dans l'élection présidentielle, c'est-à-dire que comme d'habitude, on contourne. Et puis à mi-mandat, on vient vous dire « Ah, on a un petit problème d'équilibre ». Soit que ce débat soit adressé, mais de façon complètement fantasque. C'est-à-dire que généralement, on part sur des débats ou des modalités qui deviennent l'objectif de la réforme. Nous, on a publié par exemple... Vous dites par exemple les histoires de réforme par points, voilà, ou des choses comme ça, auxquelles on ne comprend rien. Nous, on a publié sur la réforme à points il y a 10 ans, on a eu raison de le faire, mais la France n'a pas exactement la sagesse de la Suède. Et ma grande crainte, c'est quand on parle de réforme, par exemple, à points, c'est que la réforme devient, ou la modalité devient l'objectif, alors que l'objectif, c'est l'équilibre du régime des retraites, des différents régimes. Absolument. Il ne faut pas perdre cette mire, cette étoile du berger de notre champ de vision. C'est ça qui compte. En fait, oui, c'est ça, parce que quelles que soient les modalités, ça ne change rien de toute façon. Qu'on passe par des fonds de pension, qu'on passe par des points, c'est ce qu'on dit dans la note. De toute façon, à la fin du jour, il faut équilibrer notre système, sachant qu'on dépense plus que les autres Européens, on dépense plus que le CDE, et on a des conditions qui, évidemment, sont beaucoup plus généreuses. C'est là où vous êtes surprenant, c'est que, alors, vous dites, et ça pour le coup, alors l'ensemble des spécialistes nous le disent, quand je dis la borne d'âge, il faut partir plus tard. Il faut partir plus tard. Il n'y a pas d'autre solution. Mais vous dites 63 ans, mais on règle rien à 63 ans, Laurent Bigorne. C'est 65, c'est 67 les bornes d'âge. On dit deux choses, Stéphane. On dit, commençons par faire un effort supplémentaire au chemin qui nous a été proposé par les différents textes depuis un certain nombre d'années. Donc allons tout de suite à 63 ans parce qu'il y a un enjeu, c'est de pouvoir se dire que dès 2025, on améliore la situation, d'une part, et d'autre part, ensuite, inscrivons mécaniquement que les évolutions se font en fonction de l'augmentation de l'espérance de vie. Et ce qu'on propose aux Français, c'est un contrat, c'est de leur dire il faut faire un effort là, ici et maintenant, tout de suite, parce qu'objectivement, notre régime n'est pas dans une situation qui lui permet de tenir à comparaison par rapport à l'effort qu'ont fait d'autres pays, c'est pas soutenable, c'est trop d'argent mis sur les seniors par rapport aux jeunes, par ailleurs, 14 points de PIB, les retraites. C'est 3 points de plus que partout ailleurs dans l'Union européenne en moyenne, et c'est beaucoup plus que dans le CDE. On dit ça, et puis ensuite on dit soyons, pour ne pas revenir tous les 3 ans sur ce sujet, ayons la sagesse d'avoir un dispositif mécanique qui fait qu'en gros, tous les 5 à 6 ans, on gagne 1 an sur ces questions de durée, tout simplement parce qu'on suit l'espérance de vie. Le problème qu'on a sur cette borne d'âge, c'est le comportement des entreprises. Oui, le problème qu'on a sur cette borne d'âge, c'est, regardez, hier, l'association française des entreprises privées, la FEB, dit, on a un problème sur les chômeurs de plus de 50 ans parce qu'on les oriente en fait discrètement vers des dispositifs de pré-retraite. 50 ans, Laurent Bigorne. Là, on est sur des bornes d'âge à 63 ou à 65 ans. C'est-à-dire, il faut transformer le logiciel mental de l'ensemble des services RH des entreprises aujourd'hui. Complètement. C'est aussi un problème culturel. Ça va pas se faire du jour au lendemain, vous comprenez ? Et c'est en train de se faire. Et je vais vous donner un indicateur, c'est que la durée, l'âge auquel on part à la retraite en ce moment ne cesse de progresser en France. C'est-à-dire que parmi toutes les mauvaises nouvelles qu'on a sur le marché du travail, il y a une chose qu'on fait beaucoup mieux, en gros, chez les seniors, c'est que le taux d'activité des 50-64 ans, il était de 56,5% en 2009, il est en 2014 de 63%. C'est pas rien qu'il ait pris 7 points en l'espace d'un peu moins d'une décennie. Ça n'est pas rien. Donc on peut quand même y arriver. Le taux d'activité des seniors est en train d'augmenter. Oui, tout à fait. Ce qui est totalement contre-intuitif, mais tout le problème qu'on a avec les statistiques du chômage, c'est que le nombre aussi de seniors en chômage est aussi en train d'augmenter. Les deux ne sont pas contradictoires. C'est-à-dire que vous avez d'un côté un taux d'activité, de l'autre côté un chiffre brut qui n'est pas retraité au regard de l'ensemble de la population. Depuis la crise de 2008, c'est une des seules bonnes performances qu'on ait réussi à obtenir, et c'est l'effet mécanique, effectivement, des durées d'âge qu'on a pu prendre s'agissant, de l'âge de départ qu'on a pu prendre s'agissant des différentes réformes. Donc ça veut dire que ce sont des entreprises qui comprennent aujourd'hui que un cadre de 50 ans ou un cadre de 52, 53, on peut... Parce que la question c'est 50 ans, 55 ans, ça sert plus grand-chose d'investir dans sa formation dans la mesure où, en fait, on considère qu'il est au bord de la retraite, ce cadre ou ce travailleur, quel qu'il soit d'ailleurs. Il y a eu, et c'est dommage, un grand ratage qui était celui du contrat de génération. C'est-à-dire qu'on a fait une usine à gaz,
on pouvait laisser simplement les entreprises faire un peu à leur main. Moi, il me semble qu'il y a pour les seniors dans l'entreprise, au niveau d'exécution, au niveau maîtrise, au niveau cadre, il y a énormément de choses à faire. On le sait, et notamment sur cette problématique de l'insertion des jeunes, et notamment sur la problématique de l'apprentissage. Le fait que l'apprentissage en France n'ait cessé de reculer, au niveau notamment intermédiaire, bac plus 2, évidemment juste infra-bac, c'est une catastrophe parce que de ce point de vue-là, on n'utilise pas en entreprise des ressources qu'on aurait tendance à utiliser si on avait le même nombre d'apprentis que l'Allemagne, évidemment. Puis, vous savez, les systèmes sociaux se tiennent. Ouais, c'est ça. Ça fait système, comme on dit. Ça fait cohérence. Tout se tient. On soulève une feuille et on a l'ensemble du cahier derrière. Pour moi, le fait que l'apprentissage soit faible en France est un des facteurs explicatifs de ce qu'on n'arrive pas à montrer la valeur, effectivement, d'un certain nombre de seniors dans l'entreprise. On aurait 3 fois plus d'apprentis, je vous garantis que ça se verrait. Et si on avait 3 fois plus d'apprentis, on aurait d'une certaine manière davantage de seniors qui resteraient dans l'entreprise. On verra en tout cas beaucoup mieux comment les utiliser, on verra en tout cas beaucoup mieux quelle est leur valeur ajoutée. Il y a tous les postes de l'entreprise. Bon, fonds de pension, c'est pas une solution, Laurent Bigorgne. Tout le monde parle des fonds de pension. Hein. Mais on y viendra, mais ça n'est pas la solution. C'est-à-dire que ce qu'on a aussi voulu dire dans cette note, c'est que il faut être pragmatique et efficace. Le pragmatisme et l'efficacité, c'est d'aller sur des mesures d'âge, c'est d'aller sur des mesures effectivement de durée d'assurance, sachant que le gouvernement et les gouvernements successifs ont épuisé, par exemple, s'agissant du niveau des pensions, les mesures de désindexation. Il n'y a plus d'inflation. Donc il faut bien passer à l'étape d'après. Quand il y avait de l'inflation, ça rapportait effectivement que de désindexer. Mais quand il y a très peu d'inflation, il faut bien trouver autre chose pour équilibrer le régime et donc être un peu courageux, enfin. Alors, l'actualité sociale qui est en train de nous rattraper, donc l'Institut Montaigne qui de toute façon a réfléchi à l'ensemble de ces questions. Qu'est-ce qui vous semble le plus important là de tout ce qui est en train de sortir du projet de loi de Madame El Khomri, la réforme des 35 heures, la nouvelle définition du licenciement économique La sécurisation, je pense, de la question du licenciement économique est une question fondamentale. On a déjà essayé de l'aborder à plusieurs reprises. C'est pas une innovation, parce qu'elle est dans le débat depuis assez longtemps. Nous-mêmes, à l'Institut, on avait publié, il y a de cela 3 ans, un texte de Stéphane Carcio et Pierre Cahuc sur la place du juge dans le dispositif. Ouais. Et on l'avait abordé d'une façon, à l'époque, j'avais trouvé ça très original, sur la culture économique du juge, où on montrait que le juge, d'une certaine façon, était en décalage complet, même avec la population française, dont on sait que c'est pas la population européenne la plus ouverte au marché ou à l'économie de marché, au mouvement de marché. Et on avait montré que le juge, à l'intérieur de cette population française, qui est en arrière de la main sur cette question, était encore plus en arrière de la main. Et ce qui nous dérange, c'est qu'on continue de penser que l'analyse économique du juge sur la situation d'une entreprise en difficulté ou dite en difficulté n'est sans doute pas, sans mauvais jeu de mots, une meilleure juge de paix. Et donc essayer de réduire au maximum sa marge d'appréciation en définissant des critères qui seraient des critères précis de difficulté d'une entreprise, vous paraît être une piste salutaire. Oui, ensuite il faut, le diable est dans le détail, il faut voir comment les définir, mais il est à la fois important de sécuriser le licenciement économique en laissant effectivement moins de place, moins de temps aux tergiversations du juge et évidemment du juge en appel. Et puis, il faut aussi que, d'une certaine façon, on arrive enfin à traiter cette question qui est celle du caractère offensif des accords de maintien dans l'emploi. Je crois qu'il y a un pas qui est fait maintenant. Tout à fait. Emmanuel Macron avait voulu le porter. Manifestement, d'une certaine façon, il y aura une postérité à ce qu'il avait voulu faire dans le texte qui se trouve ici. Il faut impérativement qu'on puisse quand même mieux adapter le fonctionnement de nos entreprises à la réalité des carnets de commandes, à la réalité des carnets de commandes sous-tendus par la demande interne et externe. Ouais. C'est ça tout l'enjeu. Pas seulement être obsédé par qu'est-ce qu'on fait quand on travaille moins, mais aussi qu'est-ce qu'on fait quand on travaille plus. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une bonne nouvelle, en fait. C'était tout le sens du rapport qu'on avait publié sur la négociation sociale. Vous vous rappelez, il y a eu un immense pavage de ce terrain. Rapport Combrexel, rapport de l'Institut Montaigne. Terra Nova, nous-mêmes. Et la loi d'El Khomri en sort, en fait. On a le sentiment que là, quelque chose est en train de se faire, qu'un cliquet se joue avec, évidemment, et ça nous intéresse beaucoup, manifestement un projet de loi qui va aller vers la négociation d'entreprise, qui n'est pas un sésame, hein. Il va falloir discuter avec les organisations syndicales, mais on pourra aller au référendum d'entreprise. On a vu que c'était un vrai problème s'agissant du travail dominical. Enfin, voilà, enfin. Vous avez le sentiment qu'il se passe quelque chose. Là. Ben, on a envie que ça avance. Si vous voulez. Moi, je comprends. Oui, on a envie, mais vous avez le sentiment qu'il se passe quelque chose. Oui, il peut se passer quelque chose. Ensuite, il y a la discussion au Parlement. Il va falloir beaucoup d'esprit de responsabilité à l'actuelle majorité comme à l'opposition. Si l'opposition fait de la politique avec comme seule étoile du berger 2017 sur ces questions, on ne va pas être content.
C'est-à-dire qu'il faut impérativement qu'il y ait un esprit de responsabilité partagé sur ces questions. S'il y a un gouvernement qui a envie d'avancer et de prendre ses risques, il faut impérativement que l'opposition les prenne aussi et qu'elle ne nous dise pas qu'elle le fera dans 1 an et demi. Il faut le faire ici et maintenant. Laurent Bigorgne, le directeur de l'Institut Montaigne, ce matin sur BFM Business.